Merci de m'accueillir. Je vais essayer de brosser un peu des éléments autour de ces questions d'accueil, des questions d'hospitalité dont on a parlé tout à l'heure, un peu des choses introductives autour des notions d'aller vers, telles qu'on a pu les travailler. Alors rapidement, oui, je me présente, je m'appelle Benoît Valory. Alors j'ai travaillé en bibliothèque interco et en bibliothèque départementale, avant effectivement d'aller bibliothécariser le monde dans un laboratoire d'innovation publique. Alors c'est un grand mot pour un dispositif créé au départ à partir de rien, qui se veut être un endroit où on va plutôt partir d'un problème de politique publique, le travailler un peu sous toutes ses facettes, que ce soit en mobilisant la recherche, en faisant des temps où on va vraiment interroger les citoyens, les habitants, les usagers d'un service, pour, à partir de ces éléments de recherche, essayer d'avoir des idées et surtout de construire des prototypes et de les tester. Donc en fait, nous on appelle ça, enfin moi j'appelle ça des dispositifs de recherche, action, design dans sa partie, on va dire, conception et expérimentation, qui nous permettent de tirer un certain nombre d'éléments de leçons, parce qu'évidemment, qui dit expérimentation, dit évaluation. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me semble assez important. Voilà, c'est compliqué d'asseoir des expériences si à un moment, on ne les évalue pas. Voilà, je vais essayer de brosser un peu ce tableau-là avec, de mon point de vue, deux précautions. La première, c'est qu'effectivement, un certain nombre de ces expériences ne se situent pas dans le champ de la bibliothèque. Voilà, même si j'ai essayé de faire un peu l'exercice de ce qui pourrait être proposé et de ce qui est déjà proposé en bibliothèque et qui correspond un peu à ces éléments. Et puis, peut-être aussi, je vais commencer par une citation de Max Weber, voilà, pour vous dire que je prétends pas avoir la science, et que toute science empirique ne saurait enseigner à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais ce qu'il peut, et le cas échéant, ce qu'il veut faire. Donc c'est absolument pas une prescription que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai voulu commencer cette présentation par une citation du groupe Téléphone. Vous connaissez peut-être la chanson Hygiaphone, voilà, parce que lorsqu'on a commencé à travailler sur les sujets d'accueil de manière générale, nous, on avait été saisis d'une problématique qui était, aujourd'hui, c'est quoi l'accueil quand il est bousculé notamment par la dématérialisation ? Et quand on a fermé un certain nombre de guichets de services publics, avec cette impensée que finalement l'usager était un internaute et qu'il allait se débrouiller tout seul chez lui pour faire toutes ces démarches administratives, carte grise, voilà, et toutes les problématiques que ça pose. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Lorsqu'on a visité un certain nombre de lieux d'accueil, on était vraiment encore, pour moi, dans les années 90, 80. Enfin voilà, avec effectivement les systèmes d'hygiaphone qui ont été aussi ramenés beaucoup par la crise Covid. Rappelez-vous, on avait des super plexis avant de découvrir que finalement c'était aérosolisé, donc finalement les plexis, c'était pas forcément très très efficace, voilà, mais bon, à l'époque, il fallait bien se protéger. Donc pourquoi repenser l'accueil ? Peut-être déjà, voilà, ces éléments, hein. L'accueil public, c'est des dispositions, des gestes pour recevoir une personne dans un cadre défini, souvent institutionnel et professionnel. Ça implique, et ça a impliqué beaucoup, une relation encadrée, régulée par un certain nombre de normes et de fonctions. On a des agents d'accueil, et puis les autres font pas de l'accueil. Voilà, on a du coup placé beaucoup les accueils sur des processus d'orientation dans les services publics des usagers. C'est-à-dire l'accueil, c'est la première chose que vous voyez. Et par exemple, dans un centre social, après, vous allez en salle d'attente pour rencontrer un professionnel qui, effectivement, ne fait pas partie de la chaîne d'accueil tel qu'il est pensé dans ce type de dispositif où l'accueil, finalement, est une espèce d'instance de régulation. Bien évidemment, sous-jacente à cette manière de penser l'accueil, la question du guichet. Donc, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cette question, c'est-à-dire tous les codes qui permettent de déterminer une situation, fabriquer un dossier d'un usager et l'orienter derrière vers, effectivement, le bon dispositif. Donc ça, c'est la manière dont l'accueil a été pensé à partir des années 70-80 sur, on va dire, une espèce de notion il fallait que ce soit efficient, il fallait vraiment mettre l'usager au bon endroit. D'ailleurs, parle-t-on encore d'usager quand effectivement il n'y a pas vraiment d'accueil ou que l'accueil est un peu rempart? Est-ce qu'on n'est pas encore dans une relation administration-administrée plutôt que dans une relation service-usager? Ça a donné des lieux déshumanisés. Alors je ne suis pas étendu sur plein de photos. J'ai juste choisi du coup une image de Playtime de Jacques Tati. Vous regarderez la séquence. Voilà. Donc effectivement, le lieu est beau, il est magnifique pour l'époque. Il est vide et bon, le personnage ne sait pas où il est.
Donc pourquoi recenser l'accueil aujourd'hui? Effectivement, quand on regarde un peu ce que peut nous apprendre la sociologie du guichet, c'est effectivement cette question de l'orientation et ça participe à la construction des publics et à la mise en œuvre concrète des politiques publiques, de manière générale l'accueil. Ça a été aussi à un moment une fonction qui a été dévalorisée. Pour le dire de manière très franche, moi j'ai vu et j'ai connu même dans des institutions dans lesquelles j'ai travaillé des accueils où on mettait des personnes qui étaient parfois en reclassement, qu'on n'avait pas formées, qui étaient en difficulté sur l'accueil des publics et qui mettaient les publics en difficulté. Donc quand je dis ça, je ne m'attaque pas aux personnes, mais bien aux dispositifs ou aux impensés qui ont fait qu'à un moment, on s'est dit qu'on pouvait être n'importe qui à l'accueil. Après tout, l'accueil, c'est facile, hein, il suffit de discuter avec les gens, il y a des procédures, des processus, on va les orienter. On s'est rendu compte que c'était absolument pas le cas et que effectivement, ça donnait une très mauvaise image, puisque souvent l'accueil, c'est un peu la vitrine des services publics qu'on a, notamment pour les gens qui font le déplacement. Donc voilà, et puis cette question dont je vous parlais tout à l'heure, d'accueil bousculé par la dématérialisation, avec toutes les conséquences de désintermédiation. Hein, voilà, on a ramené le guichet à domicile chez les gens, avec les dispositifs dématérialisés, et toutes les problématiques que ça pose pour les personnes. Alors on pense rapidement aux personnes qui sont en difficulté avec le numérique, mais en fait les principales difficultés sur l'e-administration, c'est pas forcément le numérique, c'est plutôt quelles compétences vous avez en administration. Est-ce que vous connaissez l'administration? Voilà. 2 exemples rapides. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une démarche de demande de carte grise en ligne. Bon, pour réussir une démarche de carte grise en ligne, il faut savoir diminuer la taille d'une photo ou d'un scanner, d'une pièce, pour qu'elle fasse moins de 1 mégaoctet. Voilà. Donc c'est une compétence d'à peu près 25% de la population française. Donc de facto, quand on n'a pas de dispositif physique, on exclut 3/4 de la population d'une démarche administrative. Égalité de traitement, je ne vais pas vous renvoyer aux logiques qui sous-tendent normalement nos pratiques de fonctionnaires. Donc ça, c'est une problématique numérique. Mais vous avez aussi des problématiques administratives. La première fois qu'un jeune, pourtant possiblement très à l'aise avec le numérique, tombe sur une case qui lui demande son coefficient familial, il est bien embêté quand il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et puis, ça a donné aussi des changements de fonction de lieu. Vous travaillez en bibliothèque. Vous savez que les bibliothèques, dans les différentes études Credox, sont considérées par les Français comme le premier lieu où on peut avoir un accompagnement au numérique. Et vous avez certainement dû voir débarquer des personnes qui venaient pour demander de l'aide sur des démarches administratives, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le cœur de métier. Donc ça a fait aussi un espèce de transfert de charges vers effectivement des endroits de proximité où les gens pensaient pouvoir trouver une médiation. Je ne vais pas le diffuser, mais vous avez déjà vu peut-être cette publicité pour une banque. Alors quand même les banques travaillent cette question, c'est qu'effectivement la problématique se pose. Hein. Donc une personne qui se balade dans différents lieux en disant il y a quelqu'un ici, voilà, parce qu'effectivement il n'y a plus personne aux caisses, il n'y a plus personne à l'accueil, il n'y a plus personne pour aider dans les transports. Enfin, donc nous on s'est dit qu'on allait regarder l'accueil en reprenant un principe qui est un principe ancien, qui est le principe de l'hospitalité. L'hospitalité en tant que principe éthique et relationnel qui renvoie à la capacité d'accueillir quelqu'un comme hôte, même s'il est perçu comme étant étranger, on ne l'a jamais vu, ou vulnérable. La notion de vulnérabilité est assez importante. C'est quelque chose du coup qui dépasse les cadres uniquement organisationnels, les processus, la manière dont on oriente les gens, et qui suppose un engagement humain effectivement plus profond. Donc qui suppose aussi une reconnaissance de toutes les compétences et les compétences humaines qui sont liées à l'accueil. C'est une posture d'attention à l'autre, hein, voilà. Et puis du coup l'hospitalité fait que l'accueil devient un continuum, c'est-à-dire que c'est plus l'agent d'accueil seulement qui va être chargé de l'accueil, c'est bien l'ensemble des personnes qui vont être en relation avec le public, et peut-être même les personnes qui ne sont pas en relation avec le public, mais qui vont avoir à changer de posture dans un esprit d'accueil des personnes qui, effectivement, ne correspondraient pas au canon administratif habituel ou au persona de l'usager qu'on a l'habitude d'accueillir, de façon à ouvrir un certain nombre de voies nouvelles et surtout à accepter cette altérité. Donc un bon accueil, il peut être technique, sans être chaleureux. Est-ce que c'est encore un bon accueil? Au sens, on va dire, gestionnaire, oui, parce que ça va être hyper efficace, on va ventiler les gens. Est-ce que les gens vont avoir une expérience positive de l'accueil quand ils vont sortir de leur processus? C'est absolument pas sûr. L'accueil, il prend son sens pour nous quand il est habité par une logique d'hospitalité. C'est-à-dire quand il arrive à concilier efficacité et humanité dans la relation.
Et lorsqu'on cherche, comme aujourd'hui, à rendre nos institutions publiques plus accessibles, il y a quelque chose qui, effectivement, est à prendre en compte, c'est la singularité des personnes qu'on accueille. Voilà, et en particulier, effectivement, dans des lieux comme les bibliothèques où l'accueil, entre guillemets, est inconditionnel. Ça fait partie de ces seuls espaces publics où on ne demandera jamais à quelqu'un quand il rentre pourquoi vous venez. Voilà, il n'y en a plus beaucoup et c'est très précieux. Donc, de manière générale, ce qu'il faut penser, c'est que du coup, l'accueil n'est plus une simple formalité, mais ça devient un levier de transformation de la relation au public. De transformation externe, dans la façon dont effectivement on va se comporter par rapport au public, mais aussi de transformation interne, puisque ça peut induire des logiques de changement, des logiques de modification à la fois personnelle, la manière dont je vais me comporter par rapport aux différents publics que j'accueille, mais aussi collective, la façon dont, en équipe, on réfléchit aux modalités de continuum de l'accueil. Et quand je dis aux modalités, c'est aussi, ça peut être de manière très organisationnelle. Par exemple, ça peut être très compliqué d'assurer toute une journée entière dans un accueil social. Donc il va falloir réfléchir à la façon dont on va faire des rotations pour qu'une personne située dans un accueil social, elle fasse pas plus de 2 heures d'accueil. Et ensuite, elle va passer, par exemple, en back-office à traiter des dossiers, une autre personne va la remplacer. Parce que c'est plus facile d'être en posture d'accueil avec le sourire, avec tout un ensemble de choses, pendant 2 heures que pendant 8 heures. Voilà. À propos de sourire, c'est un élément qui pour nous est assez important. Lorsqu'on a mené un certain nombre d'enquêtes et qu'on demandait aux personnes sur des entretiens semi-directifs quelles étaient pour elles les conditions d'un accueil réussi, la première chose qu'on nous répondait, c'était quelqu'un qui sourit et qui vient vers moi. J'ai jamais vu, moi, marqué dans un tableau Excel d'évaluation de l'accueil, nombre de sourires distribués. Donc vous voyez que voilà, ça tient à des choses qui sont difficilement évaluables et pourtant elles sont complètement importantes. Donc le défi qu'on va peut-être, enfin je ne prétends pas qu'on va le relever, mais sur lequel on peut échanger, c'est comment est-ce qu'on passe d'un accueil passif à une dynamique d'hospitalité. Et évidemment, l'hospitalité dans les locaux, mais l'hospitalité aussi à l'extérieur, notamment marquée par ce qu'on appelle les démarches d'aller vers. Donc l'hospitalité en tant que posture active, ouverture, attention à l'autre, mais aussi, c'est un concept du coup qui a été un peu travaillé par Raphaël Batz, que vous connaissez certainement, qui est une bibliothécaire et chercheuse, qui du coup s'est posé la question de l'hospitalité documentaire dans le milieu des bibliothèques. Donc voilà, je vais vous citer sa phrase, hein, l'hospitalité documentaire qui invite à dépasser l'accueil formel pour faire de la bibliothèque un espace de soins, et les mots sont importants, d'écoute, de pluralité, de co-construction et de circulation des savoirs, où chaque habitant et chaque récit peut trouver sa place et contribuer au bien commun. Donc ça, c'est un cadre possible de définition de l'hospitalité dans une bibliothèque. Donc effectivement, accueillir les habitants, c'est effectivement d'être attentif, notamment à leur vulnérabilité. Alors moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, situé dans le champ du social, où on a travaillé beaucoup sur les accueils en centres communaux d'action sociale et en centres départementaux d'action sociale, et où on a découvert, par exemple, des salles d'attente, voilà, où les murs étaient peuplés d'informations. Des informations qui renvoyaient systématiquement les personnes à ce qu'elles étaient ou à ce qu'on pensait qu'elles soient. Les femmes battues, l'alcoolisme, les enfants placés, enfin vous voyez, et un espace complètement anxiogène, dont les professionnels n'avaient pas forcément conscience, puisque l'enfer étant pavé de bonnes intentions, pour eux c'était une façon d'alerter, de renseigner, enfin voilà. Mais pour les publics, et ils le verbalisaient, c'était une manière de les renvoyer à leur état. On est des cas sociaux, certains disaient ça, regardez ce qu'on nous affiche dans les murs, quoi. Et ça renvoie quand même à des postures assez violentes. Donc c'est cette façon dont on essaye de se dire, prendre soin des gens, c'est essayer d'accueillir ce qu'ils sont et de ne pas renvoyer à notre propre perception de ce qu'il faudrait faire pour eux. Voilà, et donc ça peut être un peu déployé dans ce qu'on appelle l'éthique du care, ou en français l'éthique de la sollicitude, effectivement, assurer la responsabilité du soin de la relation. Ça peut être effectivement penser les services en fonction des vulnérabilités des usagers et pas forcément selon une norme unique. Accueillir les idées, c'est aussi une façon de déployer l'hospitalité. Donc permettre aux personnes de s'exprimer, de rendre audibles des voix minoritaires, créer des espaces de débat, on sait bien à quel point aujourd'hui c'est important, et cela suppose effectivement une posture d'écoute active et puis de remise en question de certaines pratiques habituelles et du coup une possibilité d'évoluer et de mettre en place des conditions dans lesquelles on va pouvoir expérimenter de nouvelles modalités
qui ne vont pas avoir vocation forcément à intégrer un service, mais au moins qu'on puisse les tester, même si c'est à une échelle voilà, très petite, voire même bricolée. Accueillir les histoires, peut-être que c'est un élément intéressant en bibliothèque. Voilà, aller au-delà du simple prêt de documents pour valoriser la narration, la création, le partage des récits. Vous connaissez certainement les principes de bibliothèque vivante, par exemple, qui rentrent vraiment dans ce cadre-là. Donc ça incite à construire des réseaux d'attention, des réseaux de reconnaissance et d'être assez ouvert à l'inattendu. Ça, c'est pas toujours facile lorsqu'effectivement on est et on s'est mis nous-mêmes dans nos modèles mentaux, dans des cadres institutionnels ou dans des cadres voilà, un peu de logique métier. Donc il faut trouver la façon dont on peut accueillir et surtout la façon dont on peut essayer de tester des choses. D'où l'intérêt, par exemple, des laboratoires ou d'avoir un petit espace lab et de se dire tous les ans, on peut prendre un petit projet et puis essayer de voir ce que ça peut donner. Ça implique effectivement d'assumer l'incertitude et donc la diversité comme étant une richesse qui n'est pas toujours évident dans nos processus assez normés. Je me suis permis de donner quelques exemples, certains que vous connaîtrez certainement. Accueillir des personnes, prendre soin, ça peut être mettre en place des chantiers d'attention. Donc effectivement, organiser des temps réguliers où l'équipe va échanger sur des situations de vulnérabilité qu'on a pu observer à la bibliothèque et essayer d'adapter les services. Par exemple, vous avez certainement des personnes sans domicile fixe qui ont l'habitude de venir, qui sont souvent dans des relations voilà, avec l'équipe plus ou moins conflictuelles. Ces sujets-là ne sont pas toujours traités de manière collective. Or, ça peut être intéressant de le penser de cette façon. Accueillir des personnes et prendre soin, ça peut être aussi organisé, je pense que ce sera un sujet dans le cadre de la visite de la bibliothèque, mais des temps par exemple où c'est les usagers qui vous font visiter votre propre bibliothèque. Ce qui permet de voir dans quelle mesure eux ont un regard qui n'est pas du tout le même que le vôtre. Former les équipes à l'écoute active et à l'éthique du care, donc effectivement des ateliers sur la prise en compte des besoins spécifiques, mais ça peut être aussi la façon dont on va pouvoir s'armer pour changer nos postures d'accueil. Je vais vous donner un exemple très concret. On avait travaillé, nous, sur ce qu'on appelait à l'époque la borne rempart. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que la manière dont étaient configurées les bornes d'accueil pouvait générer de l'agressivité chez les usagers eux-mêmes. Parce qu'effectivement, ça mettait beaucoup de distance. Et en plus de ça, parfois, sortir de la borne d'accueil pour un agent public nécessitait de prendre 10 ou 15 secondes, qui du coup mettaient aussi une distance dans la relation, lorsqu'il fallait que la personne soit en proximité, par exemple pour faire un accompagnement. Du coup, on avait imaginé des systèmes de bornes très simples, mobiles, très légères, qui n'assumaient plus cette fonction de rempart. Évidemment, notamment dans les conditions du social, ça posait problème à un certain nombre d'agents d'accueil, parce qu'effectivement, on n'est plus protégé par la banque, notamment lorsque les usagers peuvent être agressifs, parce qu'ils ont un problème avec leur dossier, enfin voilà, pour plein de raisons. On y a répondu, en fait, par deux logiques. La première, c'est une logique de sécurité. Donc, on a placé sous les bornes d'accueil un petit bouton d'alerte qui permettait de renseigner les autres personnes de l'équipe pour venir en cas de problème. La deuxième, c'est la formation. On a testé une formation, entre guillemets, avec deux axes. La communication non violente, dans ses aspects, faire redescendre la pression chez la personne, et le self-défense. Alors, pas pour s'en servir, pour sécuriser la posture et se dire « je suis en capacité de faire face si jamais la personne devient violente ». Voilà. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que ça a rassuré la très grande majorité des agents d'accueil qui se sont sentis en position d'utiliser ces mobiliers qui n'assumaient plus la fonction de rempart. Ce qu'on a constaté en moyenne, c'est qu'on faisait avec ces mobiliers et le changement de posture diminuer de 50% les cas d'usagers dits agressifs, juste en travaillant sur le mobilier et la posture des personnes. Donc ça, c'est effectivement les espaces de formation. Accueillir les idées, c'est collecter des récits, voilà, ce que vous faites déjà, donner la parole au public minoritaire ou éloigné, ce qui voilà, implique effectivement de s'intéresser aux situations de vulnérabilité. On va parler de l'aller vers, ça c'est quelque chose effectivement voilà, qui est prépondérant dans les démarches d'aller vers. Et puis mettre en place des dispositifs participatifs pour recueillir des attentes et puis pourquoi pas, ce que je disais tout à l'heure, un espace laboratoire. Alors c'est un peu pour ça qu'en 2012 avec d'autres bibliothécaires rennais, on avait imaginé un dispositif qui s'appelait BiblioRemix et qui permettait du coup de faire venir des habitants, de les mélanger avec des professionnels pendant une journée et d'essayer d'imaginer voilà, un cadre qui pouvait
permettre de développer de nouveaux services. Il y avait quand même deux enjeux sur ces journées-là. Il y avait ce qui pouvait en sortir et qui pouvait faire l'objet derrière d'un nouveau service ou d'une expérimentation. Mais il y avait aussi et surtout ce qui se passait pendant cette journée, c'est-à-dire un espace de rencontre, on va dire, organisé avec un certain nombre de règles qui permettaient de générer du dialogue, on va dire de manière un peu plus neutre, puisque c'est animé par des personnes extérieures, et qui du coup permettait une certaine sincérité dans les échanges qu'il pouvait y avoir, à la fois avec les professionnels, leur travail et leur propre ressenti, et puis de l'autre côté, les usagers, avec ce qu'effectivement ils pouvaient avoir à dire, à apporter, ou même parfois à critiquer sur des éléments liés au service. Accueillir les histoires, voilà, ça peut être intégrer des savoirs profanes au catalogue. Comment est-ce qu'effectivement des créations issues de territoires, d'ateliers peuvent rentrer en dialogue avec les collections éditoriales. Créer des espaces de narration partagée, ce qui est parfois, est même fait dans les bibliothèques, partager des histoires, et puis les mettre en forme, ateliers d'écriture, podcasts et autres. Et puis favoriser la circulation des savoirs, et notamment, quelque chose qui semble assez important à l'heure d'aujourd'hui, c'est de remettre en place des espaces de débat. A été évoqué tout à l'heure en introduction ce dernier congrès de l'ABF où apparemment les échanges ont été assez vifs entre neutralité, on va dire, et posture peut-être que certains qualifieraient de plus militante, mais posture en tout cas d'intégration des vulnérabilités des personnes dans le choix des collections. Moi, je pourrais le décrire comme ça. C'est un débat qui a toujours existé dans la profession, qui n'est absolument pas nouveau. Mais parfois, c'est un débat dont finalement, on n'a pas envie de parler parce qu'on va se dire que les positions peuvent être très clivantes. Or, même si nous, on n'est plus en capacité d'avoir des espaces de débat et qu'on se clive comme nos publics, ça peut être assez compliqué. Avoir des démarches transversales. Donc, je vous présenterai tout à l'heure un outil d'autodiagnostic de l'accueil qui, encore une fois, est un outil d'autodiagnostic, donc qui ne vise pas une normalisation. Réaliser les diagnostics participatifs de l'accueil, et puis favoriser la réciprocité en considérant les usagers non pas comme de simples bénéficiaires du service, mais comme des potentielles parties prenantes au projet de la bibliothèque. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, je pense que vous allez en parler beaucoup. Bon, des choses que vous faites aussi, impliquer les usagers dans la valorisation des collections et la gestion. Travailler la signalétique et l'accessibilité, ça c'est un élément qui est aujourd'hui assez important. Alors je crois qu'il y a des expériences par exemple de simplification de la DIWAY, tout ce qui peut être d'utiliser un peu les codes de ce qu'on appelle le facile à lire et à comprendre pour permettre une nouvelle accessibilité. Même chose, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense qu'il y aura des exemples. Et puis développer des partenariats, et notamment des partenariats sur lesquels on va se fixer aussi des objectifs ouverts. C'est-à-dire que je trouve que souvent, dans les partenariats qu'on mène à l'échelle culturelle, moi j'en ai développé pas mal quand je travaillais en bibliothèque, on veut avoir des objectifs très précis de ce qu'on veut faire du partenariat. Et du coup, parfois, on ne laisse pas du tout la porte à ce qui peut apparaître à mesure que le partenariat se développe. Notamment lorsque ces partenariats s'étendent dans le champ social, s'étendent avec d'autres acteurs qui permettent justement potentiellement d'aller voir d'autres publics que ceux qui viennent en bibliothèque. Et puis travailler les questions d'aller vers. Donc les actions et les événements hors les murs, c'est des choses qui sont assez pratiquées. L'aller vers, je donnerai quelques éléments de définition tout à l'heure, c'est autre chose. C'est pour nous, en tout cas, aller à un endroit sans présumer des services à rendre et des besoins que les usagers vont exprimer. Donc moi, je fais cette différence-là entre l'aller vers et le hors les murs. Le hors les murs, c'est vous avez une offre, et vous allez la faire ailleurs. Par exemple, vous allez faire une lecture dans un parc public, comme vous la feriez à l'espace petite enfance. Vous allez, les exemples peuvent être multipliés, vous allez éventuellement adapter cette offre. Mais quand vous allez à l'extérieur, quand vous allez dans un autre lieu, vous savez déjà ce que vous allez y faire. Peut-être que le hors les murs, c'est plutôt une posture proactive, où même si on arrive avec des éléments qu'on a déjà construits en amont, on va être en capacité de réagir à des demandes qu'on n'aura pas imaginées au départ. Ça suppose une démarche d'ouverture, mais ça suppose aussi, et c'est quelque chose sur lequel je vais un peu insister tout à l'heure, notamment on a un établissement culturel, pour moi, de ne pas forcément y aller seul. On a travaillé autour de plusieurs expériences d'aller vers en Bretagne, que ce soit dans des milieux ruraux ou dans des quartiers politiques de la ville.
Voilà, à partir d'un dispositif qu'on avait imaginé autour d'un vélo, d'une remorque, voilà, et de différents espaces mobiliers. Il y avait aussi cette question, c'est-à-dire comment on s'empare de l'espace public quand on est dans la rue, quand on est sur une place. Voilà, on a essayé de rassembler un certain nombre d'éléments dans ce que nous on appelle au TILAB un cahier d'expérience, c'est-à-dire quelque chose qui fait état à la fois des différentes expériences qu'on a pu mener, de ce qu'on en a tiré, mais aussi des éléments opérationnels qui permettent de reproduire la démarche. Donc par exemple, les plans du vélo sont dans un cahier de recettes. Donc quelqu'un qui veut refaire la remorque, il a juste à donner les plans à une boîte qui sait concevoir des remorques de vélo et voilà, et le tout placé sous licence ouverte, puisqu'on parlait tout à l'heure de circulation des savoirs. Nous on partait d'un principe au TILAB, c'est qu'à partir du moment où quelque chose est construit avec des financements publics, on les plaçait sous licence ouverte de manière à ce que d'autres puissent les récupérer. L'objectif de l'aller vers, c'est de créer la surprise, c'est d'être là où on n'est pas forcément attendu et se rendre visible et accessible ailleurs. Donc ça veut dire aussi en réciprocité qu'on accepte l'altérité. Pourquoi ? Parce que quand vous débarquez dans l'espace public à un endroit, en fait, vous n'êtes plus chez vous, vous n'êtes plus dans la bibliothèque. Et parfois, vous êtes là où habitent d'autres gens qui se sont emparés de l'espace public, qui le vivent au quotidien. Vous pouvez parfois en aller vers dans l'espace public, si vous n'avez pas travaillé avant, vous retrouver en situation de conflit. Par exemple, avec un groupe de personnes, voilà, âgées ou jeunes, qui ont pris l'habitude, tous les mercredis après-midi, de se retrouver à cet endroit-là pour discuter entre eux. Et vous arrivez 1 heure avant, vous déployez votre dispositif, les gens ils arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Mon espace n'est plus là. Donc ça veut dire qu'effectivement, un aller vers, ça se prépare. Il faut aller regarder où on va pouvoir se poser. Il faut aller regarder effectivement comment on vit cet endroit lorsqu'on n'y est pas, de manière à ne pas venir en situation de conflictuelle potentielle avec les personnes qui utilisent ce lieu. C'est aussi valable si votre aller vers il est dans un lieu. Voilà, si vous allez dans un centre social, il ne faut pas trop bousculer sa façon de fonctionner, le risque étant sinon de créer une vraie distance à la fois avec les professionnels et avec les usagers. C'est des expérimentations qui ont plutôt bien fonctionné, notamment parce que ça a permis vraiment de trouver de nouveaux publics, de rendre de nouveaux services auprès de personnes qui, notamment, ne poussaient pas la porte des institutions. On parlait tout à l'heure des fameux invisibles. Alors nous, on préfère parler des invisibilisés, c'est-à-dire c'est pas les gens qui, voilà, on les voit pas. C'est nous qui les voyons pas. Les gens, ils vivent, ils sont là, voilà. Ce que ça pouvait générer aussi en termes de transformation des pratiques d'équipe. Donc on a tiré quelques leçons de cette recherche-action. Je vais en balayer quelques-unes à partir de ce poster, qui est un des éléments un peu documentaire. On a, nous, tiré, entre guillemets, trois éléments forts. Le premier, c'est vraiment de travailler cette question de la curiosité. Donc générer de la curiosité quand on se pose sur l'espace public, ça veut dire qu'on se rend visible. On est visible, on a créé quelque chose qui nous permet de signaler qu'il se passe quelque chose à un endroit et que ce quelque chose est accessible. Un des éléments qui a très bien marché, c'est le C, c'est-à-dire se rendre visible en s'appuyant sur le mobilier urbain existant. Donc on a travaillé à des formes de coussins, de sièges et tout ça, qui permettaient tout simplement de rendre confortable un banc public, de rajouter une table sur du mobilier existant, de pouvoir se poser éventuellement par terre à certains endroits, parce qu'on pensait que c'était effectivement quelque chose d'agréable. Par exemple, rhabiller un potelet ou un panneau pour indiquer quelque chose, de s'appuyer vraiment sur les éléments existants parce que ça crée de la surprise, ça signale qu'il se passe quelque chose de différent et ça permet aussi d'attirer. Et puis le troisième élément, c'est vraiment jouer la carte de la convivialité. On s'est rendu compte que, comme vous le voyez sur cette image, le processus idéal, c'était 3 pôles. Un pôle vélo de convivialité, où il y a du café, du thé, on accueille des personnes, enfin voilà, on discute avec elles. Un pôle plutôt de médiation sur lequel on a déjà prévu tout un ensemble de possibilités d'action. Et puis un pôle beaucoup plus ouvert où les gens vont pouvoir s'installer, se poser et où on va plutôt générer de la discussion pour éventuellement les orienter vers différents services qui existent déjà ou essayer de trouver quel est leur besoin.
C'est-à-dire que les gens ils viennent avec une demande, mais souvent c'est pas le besoin qu'ils ont déjà. Il va falloir creuser effectivement la question pour laquelle ils ont envie de quelque chose pour savoir ce qu'on peut leur offrir. L'élément qui nous semble le plus important, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas y aller seul. On a travaillé au départ en se disant, bon, voilà, un PIMS, hein, un point de médiation multimédia, ou des acteurs du champ culturel, hein, notamment, pouvaient aller s'installer sur une place de quartier, comme ça, et puis les gens allaient spontanément, naturellement, venir leur parler. Eh ben, c'est pas évident, parce que ces lieux, ils sont aussi appropriés par des personnes, ils sont dans des espaces qui sont des espaces situés, et en plus de ça, vous avez déjà parfois sur ces villages ou sur ces places de quartier des professionnels qui connaissent les habitants et qui ont l'habitude d'utiliser ces espaces-là. Et donc vous vous êtes vu aussi comme étant quelque part, si je poussais le bouchon, enfin je vais même le dire puisque ça a été évoqué par un de nos chercheurs, dans des quartiers politiques de la ville, venir poser comme ça des éléments sans avoir pris des précautions avant, lui appelait ça des situations néocoloniales. C'est-à-dire qu'on venait coloniser nous-mêmes avec nos propres manières de penser un endroit qui finalement n'était pas chez nous et qu'on transformait comme étant un endroit chez nous. D'où l'intérêt de travailler en amont avec les professionnels d'un quartier ou d'un espace sur lequel on va travailler, tous ceux notamment qui connaissent les habitants, voire peut-être même avec des habitants relais, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude d'être à cet endroit. Ça peut être le groupe de personnes âgées qui se retrouvent sous l'arbre de la place régulièrement et qu'on va pouvoir aller voir en leur disant écoutez, on voudrait organiser ça, comment vous voyez les choses, de façon à faire acte d'apprivoisement. Le fait d'y aller à plusieurs permet aussi de se distribuer des rôles. Donc on en a, nous, identifié 5. Alors je ne dis pas qu'il faut être 5. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Le premier rôle, c'est le gardien de phare. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans certains dispositifs, c'était bien d'avoir quelqu'un qui soit un peu en recul, qui ne soit pas directement en charge de l'accueil des personnes, mais qui soit soucieux que tout se passe bien. On va dire presque une position un peu de superviseur. Il va regarder comment les gens circulent, il va faire attention au fait que il n'y a pas de personnes qui effectivement regardent un peu de loin les choses ou s'énervent un peu parce qu'il passe, ça fait du bruit, enfin je ne sais quoi. Alors ce poster-là, vous le trouverez sur le, pardon, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, sur le site tilab.bzh. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous les livrables, notamment ce poster, le cahier d'expérience. J'y ai pas pensé, c'est tout dans mon sac. Sont téléchargeables et imprimables au format PDF. Donc vous retrouverez tous ces éléments-là. La mouette. La mouette, c'est la personne qui va faire en sorte que lorsqu'on arrive à un endroit, on va prévenir les gens aux alentours qu'on est là. Par exemple, on va aller chez le coiffeur de la place, chez le boulanger, pour dire voilà, ce matin, on va s'installer. On va faire ça, on va accueillir des personnes, vous étonnez pas. Et éventuellement, si vous discutez avec quelqu'un qui vient dans votre boutique et qui a un besoin, par exemple un besoin d'accompagnement social ou un besoin par rapport à une démarche administrative, profitez-en pour lui dire va là-bas, je pense qu'ils vont pouvoir t'aider. Donc c'est une façon de créer de la médiation. Le troisième rôle, c'est le pêcheur. Le pêcheur, il est doté d'un bon sens relationnel, donc ça permet aussi de panacher son équipe en fonction de ce que chacun se sent en position de faire. On n'est pas tous à l'aise dans l'acte d'accueil, on n'est pas tous à l'aise dans la convivialité. Il y a des personnes qui vont se retrouver beaucoup plus sur une posture de mouette que sur une posture de pêcheur, d'autres plutôt sur une posture de Robinson. Donc le pêcheur, il crée un premier contact avec les passants. Donc c'est là, on va dire, c'est la personne qui fait le plus grand cercle autour et qui va voir les gens en leur disant bonjour, on est installé là, qui on est, qu'est-ce qu'on propose, si vous avez envie de passer, pas de problème, et si vous n'avez pas envie, on paye le café. Donc c'est l'occasion de vous offrir un café, un thé, ce que vous voulez. Quatrième rôle, le Robinson. Donc le Robinson, lui, en gros, il fait un accompagnement où il pose un acte qui est déjà prévu. Donc par exemple, le Robinson, dans le cas d'une lecture dans un espace public, c'est la personne qui va lire. On va lui orienter les gens, et puis elle a une tâche, une mission à effectuer, et elle est posée à cet endroit-là pour faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et puis en plein, l'aubergiste, c'est celui qui est sur le vélo et qui accueille les gens dans un deuxième temps.
Donc vous voyez, on a une espèce de processus sur lequel voilà, on a de la supervision, on a averti les personnes du quartier, on va les pêcher, on va les chercher, on va au-devant, on va vers. On oriente derrière ou vers le café pour essayer effectivement de travailler un peu les besoins des personnes, de les écouter et éventuellement de leur proposer quelque chose. Ou on les oriente vers un dispositif auquel on a déjà pensé au départ. Voilà, donc j'en ai parlé, choisir le bon lieu. On ne va pas forcément partout, ça se travaille avant. Être lisible pour qu'on puisse du coup savoir ce qu'on peut faire dans cet espace-là. Et puis avoir de bonnes baskets, parce que ça veut dire qu'on va voilà, pas mal marcher, pas mal circuler, pour être en position d'accueillir l'altérité, d'accueillir ce que les gens vont nous demander et qu'on n'avait pas prévu. Et qu'on peut prévoir une fois d'après, mais au moins offrir cette possibilité-là. Notre conseil, systématiquement, pour nous, c'était d'y aller au moins à 3. Alors ça ne veut pas dire 3 de la bibliothèque. C'est là qu'interviennent les possibilités de partenariat, la possibilité de travailler avec des bénévoles d'autres associations, voilà, d'être là avec le maire, pourquoi pas. Tout dépend un peu des conditions dans lesquelles vous intervenez. Le maire dans un petit village, ça peut avoir du sens. Voilà. Je vais passer un peu sur un autre élément qui permet pour moi aussi, alors d'un point de vue peut-être un peu plus technique, de favoriser la notion d'hospitalité et la notion d'un accueil plus hospitalier. C'est tout ce qu'on va tirer, entre guillemets, du design. Alors je vous parle du design en tant que discipline, voilà, pas forcément en tant que démarche qui peut être appropriable. Voilà, je rappelle souvent que designer c'est 5 ans d'études, que personne se prétend architecte dans la salle, qu'on peut utiliser des outils du design, mais on se prétend designer quand on a fait des études de design. Voilà. Le design, il nous dit que la solution idéale, elle est au croisement de la faisabilité, ce qu'on peut faire, de la viabilité, ce qu'on peut faire dans le temps, les choses qui peuvent durer ou la façon dont on va pouvoir les penser, et puis de la désirabilité, c'est-à-dire la façon dont on pense que le service va rendre un service effectif aux personnes qu'on souhaite accueillir, par exemple, dans un lieu. Si je le traduis sur la construction d'un bâtiment, eh bien on va rappeler ce mot de désirabilité et puis on va le placer derrière un mot qu'on va appeler la maîtrise d'usage. Alors c'est un gros mot pour essayer de dire que dans un chantier de construction, par exemple, il y a 3 acteurs. Et le problème, c'est quand les acteurs n'ont pas forcément de champs qui sont très précis ou très séparés. Le maître d'œuvre, c'est celui qui construit quelque chose qui tient debout. Donc, par exemple, ça va être un architecte, un programmiste. C'est celui qui va faire attention aux détails techniques et à la faisabilité, à la fois technique et financière, d'un projet. Le maître d'ouvrage, généralement, c'est celui qui a commandé l'action, donc ça peut être une personne publique, ça peut être un service technique qui, du coup, lui, est garant du fait que ça va répondre aux besoins de l'institution et que ça va durer dans le temps. Et le maître d'usage est chargé de dire potentiellement ce dont les personnes à qui on souhaite proposer un service, un accueil, un lieu, pourraient avoir besoin. C'est là qu'on produit par exemple des plans d'usage. C'est-à-dire qu'avant de faire un plan architectural, on va réfléchir à la façon dont un certain nombre de besoins des personnes qu'on a rencontrées vont pouvoir répondre dans la mise en œuvre future d'un plan architectural ou d'un plan de positionnement, par exemple des collections ou des dispositifs de médiation. Donc cet élément de maîtrise d'usage, c'est un terme pour moi aujourd'hui qu'il faut connaître, c'est-à-dire c'est une manière, y compris quand on discute avec des services techniques, avec des élus, avec des top managers dans le public, de dire que voilà, les notions de maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, elles sont assez comprises. Généralement, elles sont assez classiques. Par contre, la maîtrise d'usage, elle est encore assez peu connue. Or, la maîtrise d'usage, c'est une façon vraiment d'associer les habitants d'un territoire, les usagers, à la définition des usages possibles du lieu. Bien évidemment, tout ça doit après se confronter à un principe de réalité, qui est le principe technique, le principe humain, tout ce qu'on peut rencontrer derrière. Donc c'est un équilibre. Il y a ceux qui conçoivent pour les usages, porteurs du projet, décideurs, financeurs, élus, équipe projet. Et il y a les concepteurs par les usages, qui doivent trouver des compromis, le public, les destinataires, les usagers d'un espace, les citoyens impliqués. Ça peut vouloir dire pas mal de choses, et notamment, ça peut donner, au sens de l'accueil, des perspectives de situations transformatrices.
comme je le disais tout à l'heure, si on veut changer la façon dont on accueille en prenant en compte des éléments liés à l'hospitalité, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à ce qu'on peut changer, par exemple, en interne dans le fonctionnement d'une équipe. Or, on n'est pas forcément tous à l'aise, tout le temps, avec le même type de public. Donc ça veut dire, par exemple, qu'on va adapter les services qu'on va pouvoir rendre, par exemple, à la façon dont, dans une équipe, les gens vont se sentir en situation de faire telle ou telle action, ou dont on va pouvoir se former pour opérer différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois collectif, qui nécessite d'accompagner ce changement-là, et puis de le travailler aussi un peu à la façon des travailleurs sociaux, avec des temps où on en discute réellement en équipe, et où régulièrement, on revient effectivement sur ces questions. On s'était imaginé un idéal, comment ça se passe, comment on peut s'organiser. C'est là que moi je voudrais convoquer un autre principe qui est le principe du soin. Alors je vais parler un peu des expériences qui ont été menées par une designer qui s'appelle Marie Coirier, qui elle a essayé de mettre du design dans des hôpitaux psychiatriques, pour faire simple. Alors à la fois effectivement sur des notions d'accueil, mais en travaillant de manière beaucoup plus complète, entre guillemets, sur la chaîne de soins, sur la manière dont on pouvait remettre des éléments un peu d'humanité et donc d'hospitalité dans une chaîne de soins en hôpital psychiatrique. Ça va de l'accueil, mais dans ces travaux à elle, ça va jusqu'à la mise en place expérimentale de salles. Dans le milieu, on appelle ça des salles de contention. C'est les salles où on met les gens quand ils sont en situation de crise. Donc vous imaginez des salles capitonnées partout, il n'y a pas de mobilier, il n'y a rien, enfin voilà. Et sur lesquelles, eux, ont testé justement des salles agréables, des salles avec du mobilier adapté, des salles avec un lit où on pouvait se reposer, avec des livres, avec des choses qui permettent plutôt d'être dans une situation d'apaisement. Donc on essaye de passer de la contention à l'apaisement. Et donc là, on voit bien que c'est une démarche qui essaye de remettre de l'hospitalité dans des processus de soins. Voilà, c'est intéressant de le penser parce que si on arrive à faire ça à l'hôpital, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ailleurs. Du coup, ce qui lui a permis de faire ça, c'est parce qu'au départ, elle n'a pas travaillé là-dessus. C'était impossible au départ, quand on arrive comme designer dans un hôpital, de dire « je vais transformer vos pratiques et vos salles de contention ». Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé sur l'accueil. Parce que l'accueil, en fait, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que travailler sur l'accueil, c'est travailler sur notre première relation à l'usager. Mais quand on commence à travailler sur l'accueil, on va commencer à tirer plein de dispositifs. Par exemple, le lien entre accueil physique et accueil téléphonique. Le processus qui fait qu'on oriente les gens à l'accueil et que si on veut améliorer l'accueil de niveau 1, comme certains disent, il va falloir que tout le monde s'y mette. Y compris, on ne peut pas être accueilli de manière agréable à la banque d'accueil par un agent d'accueil et après être accueilli de manière désagréable par un travailleur social dans un bureau. Voilà. Il va falloir que le bureau soit adapté aux choix qu'on a fait, par exemple, en matière d'affichage dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, à la salle d'attente. Si on retrouve des éléments stigmatisants dans le bureau, c'est pas forcément... voilà. Donc l'accueil, c'est souvent quelque chose qui permet derrière, à mesure, progressivement, et j'ose dire doucement, au bon rythme, de rentrer dans des perspectives sur lesquelles on va pouvoir mettre à mesure de l'hospitalité dans nos différents services publics. Alors c'est là que j'arrive à la présentation d'un outil qu'on a développé au TILAB, qui s'appelle la cueillette. Je vous répète que ce n'est pas un outil normatif. Voilà, la cueillette n'a pas vocation à devenir une norme ISO de l'accueil. Bien au contraire, en fait, on s'est rendu compte que, comme je le disais tout à l'heure, les processus d'accueil, où ils sont pensés comme des processus administratifs, où ils sont impensés. Et donc du coup, on allait dans des accueils où il y avait plein de bonnes idées qui avaient été mises en place, souvent par des gens vraiment du terrain, du premier niveau, et qui n'étaient absolument pas vues, capitalisées par la hiérarchie ou les gens qui pensaient les processus d'accueil. Des trucs tout bêtes. Par exemple, voilà, moi j'ai mis un anneau à l'extérieur parce que dans mon lieu, il y a des gens qui viennent et qui ont des chiens. Donc ils peuvent attacher leur chien à l'extérieur et venir. Voilà. Il y a même des endroits maintenant où on accueille des personnes avec leurs chiens, avec des bureaux adaptés, notamment quand vous faites de l'accueil de personnes sans domicile fixe, il va bien falloir faire quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, lorsqu'on a regardé ces petits dispositifs astucieux et lorsqu'on a regardé aussi ce que les chercheurs pouvaient nous dire sur un certain nombre d'éléments objectivés, sur du travail en ethno, par exemple, sur la médiation numérique, on s'est rendu compte qu'on pouvait imaginer des choses très opérationnelles qui pouvaient être mises en place. Mais que, évidemment, ces choses dépendaient
du lieu, des services rendus, des personnes et de leur capacité à agir. C'est surtout ça. C'est beaucoup plus facile, par exemple, une de nos préconisations, c'est que sur une porte vitrée, lorsque vous rentrez dans un lieu, on va éviter d'afficher à l'arrache, avec 4 bouts de scotch, des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà. S'il y a une porte vitrée, c'est pour aider les gens à rentrer, qu'ils puissent voir à l'intérieur avant. Enfin voilà, c'est pas l'endroit où on va placer de l'info. Même si ça nous semble naturel de le mettre là parce qu'ils vont le voir. Voilà. Ben, c'est pas le bon endroit. Ça aide pas les gens à rentrer dans le lieu. C'est quelque chose d'assez simple. Et qui est souvent assez simple à faire. C'est-à-dire qu'un agent d'accueil, une équipe, peut dire on n'affiche plus rien sur la porte vitrée. C'est facile. Par contre, un aménagement handicapé ou changer la signalétique dans la ville pour indiquer que la maison France Service, elle est là, ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément de capacité à agir. Et donc, on a au départ inventé des grilles expérimentales, des grilles papier, qui reprenaient des petits conseils et qui permettaient derrière à une personne, à une équipe, d'identifier sa capacité à agir. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que je peux le faire rapidement? Et notre préconisation, c'est commencer par tout ce qui est facile à faire. Commencer par tout ce dont vous avez la main et du coup, montrer après ce que ça a pu changer de manière à obtenir le droit de faire les choses qui sont plus compliquées à faire. D'y aller un peu comme ça. Donc au départ, voilà, on avait une grille de 100 points à vérifier pour un accueil attentionné en version papier et dont on a été assez étonné du succès puisqu'on l'a publié dans un livre de recettes sur l'accueil qui dépasse les bornes, c'est comme ça qu'on l'avait appelé à l'époque, qui au bout d'un an avait été téléchargé 30 000 fois. Donc on s'est dit, tiens, on tient peut-être quelque chose d'intéressant. Et on a eu pas mal de retours de personnes qui nous disaient, vos grilles, là, qui ont été adaptées aussi, de grilles créées notamment pour les bibliothèques, elles ont de la valeur pour nous. Elles ne sont pas forcément faciles à utiliser. C'est vrai qu'on les a mis un peu brutes dans les annexes de ce livre de recettes. Donc on s'est dit, super, on a un prototype gadget, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Donc du coup, on en a fait un site internet, mais on a bien évidemment re-questionner le contenu. Donc vous avez un site internet qui s'appelle l'accueillette.com, vous avez la copie d'écran ici, qui vous permet de faire, on va dire, 4 choses. La première, c'est de répondre à une dizaine de questionnaires qui vont vous permettre d'identifier des points très précis sur le sujet de l'accueil. Est-ce que vous faites, est-ce que vous ne faites pas? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire? Par exemple, vous n'êtes pas concerné en tant que bibliothèque par tous les points de cette grille. Et surtout, quelle est votre capacité éventuelle à agir avec un système de curseur? Comme ça, ça permet, lorsqu'on a répondu à l'ensemble des questionnaires, d'aller voir dans son tableau de bord quels sont les éléments sur lesquels on peut agir assez rapidement. Ces questionnaires sont organisés par champ. Il y en a un sur la signalétique, il y en a un sur la posture, il y en a un sur la médiation. Il y en a un sur la façon dont vous communiquez. Les affiches, les flyers. Parfois, ça peut emmener quelques conflits avec d'autres services. Moi, j'étais intervenu notamment dans une communauté de communes où c'est le service com qui décidait dans les bureaux de la façon dont devaient être installés les flyers sur les présentoirs. Je trouve que c'est quand même hyper infantilisant pour les agents. Et en plus, on ne s'adapte pas du tout au public qui vient. C'est-à-dire le message doit s'adresser à la cible. La base, c'est quand même on met les bons flyers aux bons endroits. Non, c'était institutionnel, donc c'est la com qui s'en était emparée. Et ils pensaient eux-mêmes la façon dont il fallait donner aux gens, c'est un principe finalement très descendant, la bonne information. On a créé aussi un endroit où on pouvait, du coup, où on a fait de la curation autour de tout un ensemble de ressources qui nous semblaient intéressants. Donc vous avez des guides édités par la DITP ou par d'autres agences de design et qui peuvent être d'autres éléments pour réfléchir à la façon dont on va pouvoir accueillir les personnes et éventuellement faire des aménagements qui sont liés à ça. Et puis, on s'est dit, le problème d'un site comme ça, c'est qu'il va être utilisé de manière individuelle. Or, ce n'est pas la question. C'est le risque. Le risque d'un site internet, c'est que les gens ils prennent le questionnaire, ils cochent les cases, ils le font tout seuls. Pour nous, l'idéal, quand on utilise cet outil-là, c'est de le faire en équipe. Peut-être même éventuellement, et c'est encore mieux, le faire avec son chef, le faire avec ses responsables, qui prennent eux aussi conscience de ce qu'on peut faire. Et peut-être encore mieux, et vous pouvez le faire plusieurs fois, le faire avec des publics. Parce que des fois, vous avez l'impression que ça, c'est pas important, et puis les publics que vous accueillez, eux, ils ont l'impression que c'est important. Donc il y a 3 façons, entre guillemets, de le faire. C'est pour ça qu'on a créé un kit d'expérimentation.
avec, entre guillemets, toute une série de petits ateliers qui peuvent être déployés sur plusieurs temps ou sur un temps un peu plus long, et qui permettent de le travailler de manière collective. Donc la première chose à faire quand vous venez, c'est de vous inscrire. Alors pourquoi ? C'est un site public, hein, donc voilà, vous ne recevrez jamais de spam, voilà. C'est tout simplement pour pouvoir conserver l'historique de ces différents questionnaires remplis et que vous puissiez revenir derrière et retrouver vos résultats, voire même de le remplir plusieurs fois avec différentes personnes ou différentes situations. Ça permet d'avoir un espace. Juste 2 éléments pour terminer. Voilà, les perspectives, développer une culture de l'hospitalité, intégrer l'aller vers dans vos stratégies de service public, notamment des interventions non normées hein, dans des lieux publics divers, et puis concevoir les espaces et les services avec les usagers en partant par exemple d'un outil comme la cueillette, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un premier élément pour pouvoir conceptualiser des choses. N'hésitez pas à faire des diagnostics accueil en équipe ou avec les usagers en utilisant la cueillette, créer des zones hospitalières dans la bibliothèque, mais ça il y en a de plus en plus, déployer des actions d'aller vers et puis former les équipes à cette idée d'accueil hospitalier, à la médiation active, hein, c'est quelque chose qui moi me semble important. Voilà, sur la médiation sur l'espace public, donc là vous l'avez le petit guide imprimé, hein, tila.bzh, dans les livrables vous le trouvez, vous pouvez le télécharger. Et puis bien évidemment, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés finalement, l'excellente revue Horizon Public, dont je vous conseille la lecture, qui est la seule revue qui s'intéresse aux questions d'innovation publique et sociale. Voilà, dans sa grande diversité, hein, vous allez trouver plein de choses à l'intérieur de ça. Voilà, et notamment ce dossier effectivement qu'on a réalisé avec plusieurs personnes, agents publics, designers, enfin voilà. Et puis il y a une interview de Cynthia Fleury, enfin voilà, sur les questions repenser l'accueil dans les services publics. Je vais faire le grand témoin en 2 temps. Premier, je voulais revenir sur certains points qui ont été abordés voilà, avec quelques éléments de réflexion de mon côté, encore une fois, de manière très empirique et sans vouloir faire l'expert de rien, ou l'expert de tout, donc l'expert de rien. On a beaucoup parlé d'Dewey, de Melville. Moi, je vais vous parler un peu de John Dewey, qui était un sociologue et philosophe, et qui notamment a mis en place quelque chose qui s'appelle la théorie de l'enquête. Et je trouve qu'on a pas mal parlé, notamment sur les dispositifs de maîtrise d'usage qu'on pouvait apprendre, notamment des démarches d'aller vers et tout ça, de choses qui correspondent à de l'enquête, mais de l'enquête empirique, de l'enquête de terrain, des choses sur lesquelles on agit, parce qu'on voyait qu'à chaque fois, il y avait une volonté de faire face à une situation. Et donc, de faire face à une situation de manière pragmatique, pour agir, évaluer, agir et essayer de voir effectivement ce que ça pouvait donner derrière. C'est un peu le cadre très général de la théorie de l'enquête. Je vous laisserai aller regarder. On est, pour moi, vraiment dans ces côtés où on imagine des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on a à un moment les conditions pour les faire. Voilà, alors ces conditions, elles sont aussi liées à des formes de lâcher-prise. Je pense que je reviendrai derrière dessus. Il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est quand la maîtrise d'ouvrage fait la maîtrise d'usage. Tu as abordé le fait que vous aviez dû défendre une police inclusive par rapport à effectivement des gens qui représentaient plutôt la maîtrise d'usage et qui voulaient une belle police. Voilà, et donc on est vraiment dans ce que j'expliquais ce matin, c'est-à-dire que pour moi le maître d'ouvrage il est vecteur du temps long. On peut avoir une belle police, mais une belle police elle va être belle combien de temps ? Enfin, vous voyez cette notion, voilà. Alors que ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est effectivement que la signalétique elle soit utile, elle serve à quelque chose, qu'elle soit lisible et notamment par les publics qu'on se, voilà. Et en plus de ça, les valeurs que le maître d'ouvrage entre guillemets veut affirmer, et notamment l'accessibilité, puisque c'était votre cas. Je voulais faire un petit point aussi sur la question de l'engagement, parce que c'est une question qui se pose hein, quand on a ce type de dispositif ou qu'on est voilà, en situation du coup, de mettre en place des choses nouvelles. C'est quelque chose qui est quand même assez prégnant dans la profession, voilà, avec parfois des formes de surengagement qui peuvent fatiguer des personnes, quoi. Ou alors les mettre parfois en situation de protection, c'est-à-dire je me suis longtemps engagé, là c'est trop, là. Donc rideau. Je pense qu'il faut être attentif à ça, à trouver les bons équilibres en matière d'engagement. Et pour moi, il y a peut-être aussi deux leviers qu'on peut activer là-dessus. Le premier, c'est vraiment de valoriser ces formes d'engagement en équipe, de ne pas compter uniquement sur l'engagement individuel et de les partager, y compris de partager les difficultés qu'on a là-dessus, un peu à la façon dont les travailleurs sociaux peuvent avoir des groupes sur lesquels ils font expression commune des difficultés qu'ils rencontrent, de manière à pouvoir voilà, les traiter dans des espaces
dit de confidentialité. En gros, on met en place un temps et on se dit là, on se dit tout. Hein, voilà, on est hors champ, même hiérarchique. Hein, on est sur un espace horizontal et on va se raconter nos problèmes et nos histoires et nos ressentis. Pour faire face à ça. Ça permet aussi de multiplier des situations d'apprentissage, mais d'apprentissage par l'action et d'apprentissage par son propre positionnement, y compris culturel, sur la culture du métier. C'est quelque chose qui me semble important. Et donc de favoriser aussi, parce qu'on a des réflexions sur son positionnement en termes de métier, ce qu'on appelle l'apprenance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend du travail réel par rapport au travail prescrit. Et on a des prescriptions de nos métiers de bibliothécaire et la réalité, c'est pas forcément ça. Et quand on fait du hors-les-murs, la réalité, elle est encore plus différente. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre un peu de tout ça? Et puis un autre élément essentiel que certains appellent la symétrie des attentions, c'est-à-dire que dans ces moments-là, si on veut que nous prenions soin de nos usagers, ou nos publics, de nos habitants, il va falloir aussi qu'on prenne un peu soin de nous. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas rien de le dire, mais c'est important de considérer que les périodes qui sont des périodes exceptionnelles, sur lesquelles on va, et qui peuvent être des périodes sur lesquelles on peut se changer, voilà, nécessitent aussi qu'on ait les conditions pour le faire, et qu'on ne soit pas dans des situations de stress extrême ou d'injonction. Je voulais revenir un peu aussi rapidement sur la notion d'hospitalité en relation avec les droits culturels, hein, voilà, que tu as vraiment brillamment, je trouve, évoqué, Lionel, avec cette question qui est vraiment liée à la prise en compte de la singularité. Et on voit à quel point les droits culturels positionnent la singularité et la participation comme deux éléments un peu vecteurs. En repositionnant peut-être les origines de ce qu'on appelle hospitalité, hein, donc avec notamment en latin, hein, puisqu'on est à Narbonne, hospe, hein, qui veut dire tout à la fois l'étranger, l'hôte, mais aussi l'ennemi. Donc quand on parle de confrontation à l'altérité, ça peut aller assez loin, c'est-à-dire qui est-ce qu'on considère, nous, comme étant potentiellement nos adversaires, nos ennemis? Est-ce qu'on est prêt à avoir cette place-là, à leur faire cette place-là et aller les rencontrer, voilà, même si voilà, c'est des gens pour qui la culture n'a pas de valeur, ou enfin des choses comme ça. Ça peut exiger quelque chose comme ça, et puis ça peut exiger aussi notre façon dont on va du coup se positionner en tant qu'hôte. Vous savez que hôte a deux sens, hein. Hôte, celui qu'on invite, et hôte, celui qui invite. Mais c'est le même mot en français. Donc voilà, comment est-ce qu'on assume ces deux parties, sachant que quand on fait de l'aller vers, on est hôte invité. Voilà, et considéré comme ça me semble être une bonne manière de se positionner. Ce qui peut voilà, exiger effectivement parfois même de reposer les questions des mots qu'on utilise. Je vais en prendre un que j'ai utilisé plein de fois, qu'on utilise tout le temps, c'est le mot usager. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à un article du Journal du Travail Social qui était paru il y a plusieurs années et qui s'intitule « Merci de ne plus nous appeler usagers ». Voilà, parce que pour un certain nombre de publics, le mot usager, c'est juste pas acceptable. Voilà. C'est un terme technique peut-être à garder pour nous, mais la manière dont on nomme les gens, ça veut aussi dire quelque chose. Donc voilà, habitant, c'est pas pareil, citoyen, c'est pas pareil, mais c'est excluant, hein. Il y a des non-citoyens qui habitent en France. Enfin voilà, qui est-ce qu'on va rencontrer? Je pense que c'est important parce que derrière, il y a des mots dans la culture, quoi. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui a été relevé dans les expériences qui me semble, si j'agrandis moi un peu le cadre, relevé de ce qu'on appelle les dispositifs d'occupation temporaire. Donc c'est des dispositifs qui se développent de plus en plus dans des changements urbains, voilà, sur lesquels, en attendant de rénover un bâtiment, on va le confier à une association qui a un savoir-faire et qui va l'ouvrir à un certain nombre de missions éphémères qui peuvent être des missions d'accueil de personnes, de logement de personnes, mais souvent liées aussi à des dispositifs culturels, des dispositifs de partage de savoir, des choses comme ça, avec plus ou moins de réussite, hein, avec tout à la fois voilà, des vrais vecteurs de croisements sociaux, mais aussi, ça peut être aussi vecteur de gentrification, très concrètement. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces dispositifs quand on les regarde de loin, que moi j'appellerais des hôtels à projet. C'est-à-dire que ça devient des endroits qui sont favorables à ce qu'une idée, à un moment, qui est posée comme ça, elle soit facile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que le temporaire, ça peut être quelque chose de facilité. On est généralement dans un endroit où on a peut-être moins de contraintes techniques que dans son lieu habituel. Dans un endroit où on n'a pas la même temporalité. On sait en plus qu'on ne va pas y rester. Dans un endroit où notre modèle mental est moins lié au lieu qu'on occupe.
Et ça, c'est important de se considérer, voilà, la façon dont on agit est relative au lieu qu'on occupe. Pour le dire autrement, quand on est dans une bibliothèque en tant que bibliothécaire, on est chez soi. Voilà. Lorsqu'on est effectivement on est sur un lieu, même si on installe une bibliothèque éphémère, on n'est plus vraiment chez soi. Et donc ça peut occasionner des perspectives de modification de nos manières de fonctionner. Et plutôt que de les subir, on peut aussi se dire tiens, c'est une expérience, tiens, c'est quelque chose qui peut me servir à faire preuve de souplesse. On a parlé d'agilité tout à l'heure, mais du coup de gagner en liberté d'action. Qu'est-ce que je vais pouvoir tester à cet endroit-là que je ne m'autorise pas à tester ailleurs? Parce que là, c'est peut-être plus facile. Là, je vais avoir le droit de construire un mobilier en carton pour le tester pendant quelques temps. Là, je vais avoir le droit de tester d'autres modalités de médiation que je ne peux pas forcément mettre en place parce que ça, je sais pas, ça fait trop de bruit, ça dérange, les locaux ne sont pas adaptés. Dans notre jargon à nous, on appelle ça du test cagette. C'est-à-dire, voilà, pas besoin forcément de sortir un gros prototype pour faire du test. On peut faire des choses très très simples, voilà, et en tirer un certain nombre de leçons à prendre. Et puis, je trouve qu'il y a aussi dans ces dispositifs éphémères quelque chose qui tient à la mixité, c'est-à-dire qu'on peut voir effectivement, ça a été dit plusieurs fois, des gens qui ne venaient plus ou qui ne viennent pas à la bibliothèque, mais qui vont venir dans un lieu éphémère. Peut-être parce qu'il est moins institutionnalisé, peut-être parce qu'il est plus cheap, enfin vous voyez, et que du coup il peut attirer comme ça. Lorsqu'on fait ce genre d'action, et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai toujours l'habitude d'assister, c'est pas mal de récolter quelques éléments d'évaluation. Des évaluations, alors on en a vu, des évaluations chiffrées, effectivement, combien de personnes, enfin voilà, mais n'hésitez pas à recueillir aussi des signaux faibles, c'est-à-dire des gens qui vous disent « Ah, la bibliothèque est fermée, ça m'embête ». S'il y en a 2 par jour qui vous disent ça et qu'il y a 400 jours, bah vous avez récolté des personnes qui ont fait l'effort de venir vous dire « Quand elle était ouverte, c'était quand même bien, quoi ». Enfin, voilà. Et ça, ça a du sens. Quand des gens publient sur des réseaux des photos de la bibliothèque éphémère en disant « Ah, c'est super, ils ont fait ça et tout ça », c'est des gens qui ont pris dans leur vie 1 minute pour raconter sur un réseau quelque chose pour lequel ils n'étaient absolument pas obligés de faire quelque chose. Donc ça aussi, ça a une valeur. C'est ce qu'on peut appeler de l'évaluation qualitative d'impact de signaux faibles. Voilà. Enfin, désolé pour le jargon, mais c'est pas inintéressant à... Voilà. Un petit mot rapide sur la charte des bénévoles en bibliothèque. Et sur peut-être les conditions pour lesquelles d'autres chartes permettent à des gens de s'engager et qui ne s'engageraient pas sur la charte des bénévoles en bibliothèque. C'est un truc que je disais déjà quand j'étais en BDP. J'ai jamais réussi à faire en sorte que les BDP retravaillent la question. Elle date de 92. Est-ce que vous savez sur quel modèle elle a été construite? La charte des pompiers volontaires, qui est quand même à l'origine plutôt quelque chose d'un peu plus carré, militaire. Enfin, vous voyez, donc les réciprocités de l'engagement, elles peuvent être assez dures pour un certain nombre de bénévoles, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même une crise du bénévolat et les gens sont plus forcément prêts à s'engager toutes les semaines sur quelque chose. Enfin voilà, ils veulent être libres de bouger, de s'occuper de leurs petits-enfants quand ils sont retraités. Enfin. Et donc ça peut effectivement questionner le renouvellement du modèle de charte du bénévole. On le voit bien avec la lecture, où même des gens viennent lire pour la bibliothèque et pas pour lire et faire lire, parce qu'effectivement, là aussi, il y a de la souplesse, quoi, et peut-être une autre manière de s'investir. Est-ce que on a 5 minutes pour échanger, puis après je peux avoir un propos conclusif de 5 minutes plus protocolaire. Cette question de la singularité à travers le droit culturel, alors ça s'adresse peut-être plutôt à monsieur, cette nécessité de prendre en compte, en tout cas cet élan de prise en compte de l'identité culturelle et que chacun trouve sa place, sa légitimité, comment on l'articule avec un élan quand même qu'on a en bibliothèque de créer du commun, de créer quelque chose de l'ordre du collectif, du être ensemble, réapprendre à être ensemble, voilà, du lien social. Il y a 2 pôles là qui tirent, qui s'éloignent, enfin je sais pas. Voilà, c'est pas vraiment une question. Pardon. Si quelqu'un a envie de réagir ou rebondir. Juste en 2 mots, de mon point de vue en tout cas, c'est une question qui se pose de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire comment on accueille la singularité quand le service public doit s'occuper d'égalité et de neutralité. Et pour moi, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'individualisation au risque déjà, c'est une question de moyens, et au risque aussi de se perdre uniquement dans des formalités de réponse individuelle. Par contre, créer du collectif à partir des individualités, ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui. Et d'où le fait de prendre en compte ces singularités. Aujourd'hui,
Je ne le dis pas forcément pour les bibliothèques, mais on pense plutôt des dispositifs qui s'adressent à des représentations qu'on a des publics. Ou des représentations qu'on a, voilà, je sais pas, l'exemple que je donnais de la dématérialisation. On pensait que tout le monde allait finir par s'y mettre, et ça posait pas de problème. C'est des impensés. Construire des dispositifs en prenant en compte la somme de ces singularités, c'est pas forcément quelque chose qui pour moi est antinomique. Je rebondis juste. C'est intéressant ce que vous avez prononcé le mot de commun, la singularité, et puis construire du commun. Ce qui est très important, c'est un des grands reproches qui est fait au droit culturel, c'est qu'on a potentiellement un outil qui va vers le communautarisme. Finalement, on enferme les gens dans leurs références culturelles. Alors toi, tu es de tel endroit, donc c'est ça. Tu essentialises là-dessus. Ce n'est pas du tout ça, les droits culturels. Les droits culturels, c'est la mise en dialogue des cultures. C'est-à-dire que moi, je suis un être de culture, moi, mais je suis dans un collectif. Si on est là que pour répondre au jeu, on est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire comment, moi, l'être de culture que je suis, je rentre en dialogue avec l'autre pour apprendre justement le commun qui est là derrière. Et donc, faire des droits et culture en disant, alors lui, je caricature, c'est les quartiers, donc c'est telle culture, on va mettre ça dans la bibliothèque, comme ça on est sûr qu'il vient nous voir, on se trompe. On est en train de faire de l'essentialisation, on est en train de faire du communautarisme, on est peut-être même en train de faire du culturalisme, c'est-à-dire que finalement, parce que sa culture dit donc il faut absolument faire ceci, c'est pas ça. Les droits culturels, c'est un moteur du vivre ensemble, c'est-à-dire c'est l'interstice entre moi et les autres, et c'est comment on arrive à mettre en dialogue ces éléments-là. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Mais c'est bien le commun et c'est certainement pas le communautarisme. Non, mais Lionel Dujol a tout dit là. Je voulais juste dire qu'on ne fera pas de commun avec des gens qui ne viennent pas en fait. Donc l'intérêt, à mon avis, de la démarche, elle est surtout là. Philippe Marceau, à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Je voulais vous dire que je souscris tout à fait aux propos qui ont été tenus par Lionel Dujol et j'en profite pour faire une annonce. C'est une affaire de quelques semaines. Va paraître un rapport de l'inspection sur la déontologie des métiers des bibliothèques et nous allons tout à fait dans le sens que vous dites. Je ne m'étends pas, vous le lirez. Moi, c'était pas une question, mais ce matin, il me semblait qu'il y avait 3 questions sur lesquelles on devait revenir en fin de journée. Comment, dans votre contexte, l'accueil peut-il devenir une expérience d'hospitalité ? Quels allers vers pourraient être expérimentés ? Quels freins et leviers identifiez-vous pour transformer la relation au public ? Quiconque peut répondre à n'importe laquelle de ces questions. Quel aller vers pourrait être expérimenté ? La constitution d'une équipe de bénévoles lecteurs. Je réagis rapidement, ça me fait penser à quelque chose. Il y a des hôpitaux aujourd'hui qui testent ce qu'ils appellent les patients experts. Les patients experts, c'est des personnes qui effectivement ont une maladie qui peut être chronique et qui du coup ont développé tout à la fois une certaine expertise, alors c'est pas des médecins évidemment, mais de leur maladie et de la façon dont ils y font face. Et du coup, ils en font des usagers particuliers, entre guillemets, y compris en les associant parfois à des copines et pour bénéficier justement de ce regard d'experts des sujets sur lesquels on parle et qui soient présents lorsqu'on parle d'eux. Voilà. Oui, juste intérêt pour des témoignages sur des médiathèques qui auraient expérimenté les vélos cargo. Je me demande si dans quelle mesure c'est vraiment une bonne idée, y compris pour la logistique que ça peut engendrer, stockage, déplacement, etc. S'il y a des gens qui témoignent de ça, ça nous intéresse. Alors on va dire la vérité sur le vélo cargo, c'est une bonne idée à la base, parce qu'effectivement c'est quand même... c'est gérable par le plus grand nombre de collègues. On avait mis en place tout ce qu'il fallait, le gilet, le casque, le local, pas très loin, la formation. Enfin, mais après, dans la réalité, ça reste un outil. Et donc, l'appropriation de cet outil, ça peut devenir un frein, même si à la base, ça ne l'était pas. D'où les caddies. Les caddies, c'est beaucoup plus simple. On ouvre, on met dedans, on part. Le vélo cargo, il faut enlever le double cadenas, il faut le casque, la charlotte, voilà. Tout de suite, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a une assistance électrique, il faut quand même pédaler. Il y a le trottoir, il y a la route. C'est vrai qu'on est entre 2 boulevards, donc c'est pas forcément très sécure. Donc voilà, c'est plutôt ça le frein. Et donc petit à petit, on a trouvé des solutions beaucoup plus faciles à mettre en œuvre par l'inventivité des collègues. Mais sinon, à la base, effectivement, c'était une bonne idée. On ne l'a pas perdue
pour l'instant, c'est un peu en sommeil. Donc, on l'a mis à disposition de l'agglo, qui s'en sert pour d'autres choses. On y reviendra quand il fera pas trop chaud, parce que s'il pleut, c'est pas bien. S'il fait trop chaud, c'est pas bien non plus. Mais on se garde la possibilité, parce qu'il est rattaché à l'espace média, d'en disposer pour des actions dans les parcs ou en proximité. Voilà. On n'a pas un réseau cyclable sur Narbonne très développé encore. On n'ira pas dans les villages, mais sur la ville-centre, c'est quelque chose qui existe. Et qui reviendra à un moment où quelqu'un s'en emparera et où il y aura de nouveau une énergie collective dessus. Alors je peux en dire un mot, mais pas forcément dans le champ culturel, mais ce qu'on a pu nous suivre dans nos expériences, c'est qu'on a aussi cette impensée que finalement un vélo, tout le monde peut le conduire. Or, ce n'est pas le cas. Et donc il faut trouver les personnes qui vont être en capacité de le conduire, être en capacité de l'installer quelque part. Et finalement, ça nous renvoyait à ça, c'est-à-dire c'est ce que vous avez dit, le vélo, finalement, c'est qu'un moyen de se déplacer. Et il faut le ramener à ça, et éventuellement un moyen de se faire voir si on met le café dessus et tout ça. Mais que ce soit un vélo, une trottinette ou une Rosalie, bon, c'est pas. Faut le ramener à ça. C'est pas un vélo. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, c'est comment, dans votre contexte, l'accueil peut devenir une expérience d'hospitalité. Je pense à quelque chose qui se met en place dans notre médiathèque, mais je ne sais pas si ça répond à cette question. C'est les bibliothèques vivantes, parce que j'en ai entendu un peu parler ce matin, je crois que ça a été évoqué. Et donc, on se lance dans cette initiative, et je me dis que c'est un autre type d'accueil qui peut peut-être répondre un peu à une expérience d'hospitalité. Merci. Oui, je pense qu'on est au croisement des droits culturels, de l'hospitalité documentaire dont je parlais ce matin, et puis de la rencontre de nous avec les autres, et d'organiser la rencontre des gens entre eux. Enfin, vraiment, les dispositifs de bibliothèque vivante, pour moi, me semblent assez exemplaires. Après, il y a tout un travail à faire pour le réussir. C'est pas simple, mais... Moi, c'était juste parce que j'entendais Mariam qui parlait des bibliothèques vivantes et sur le levier, les leviers pour transformer la relation publique et peut-être Mariam n'en a pas parlé, mais je sais qu'ils ont une forte expérience. À mon avis, un des leviers, c'est le travail autour de la mémoire et du collectage, parce que d'aller, en tout cas, au contact des publics, qui peuvent nous raconter leur histoire, qu'on peut collecter, qu'on peut valoriser. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est très fort et qui peut vraiment changer notre relation publique. Je sais on l'a fait très longtemps sur du collectage. C'est très simple. C'est des choses qui peuvent... racontez-nous votre histoire, comment vous êtes arrivé ici, votre rapport à la ville, ce que vous avez fait. Et en fait, ça participe aussi à créer ce que vous disiez, le commun. C'est-à-dire, pour montrer que tous les habitants d'un territoire, ils participent à une histoire commune et que chacun a sa place dans cette histoire. Et le collectage et le travail sur la mémoire est peut-être un levier intéressant. Peut-être une réflexion en réponse à la deuxième question. Qui est en même temps une réflexion sur les cycles d'attention au sein de la profession, qui font que certains sujets à un moment donné cristallisent, partent, d'autres arrivent. Il y a 15 ou 20 ans, en lien avec la politique d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques, on a eu une énorme vague d'enquêtes de public. Dans toutes les collectivités, chacun faisait son enquête. Pour travailler notamment en lien avec les horaires. C'était un des seuls sujets, mais c'était le sujet. Dans ces enquêtes, beaucoup d'entre elles étaient externalisées. Pour un tas de raisons, y compris financières, parce que les modalités de soutien financier de l'État faisaient que c'était plus facile de justifier d'une dépense pour une AMO ou un bureau d'études que l'achat de logiciels et de formation. Là, j'ai eu l'occasion de travailler sur des enquêtes internalisées. Quand on va questionner assez 20 minutes, une demi-heure, contrairement à ce qu'on apprend où on est censé s'arrêter en 5 minutes, mais quand on prend 20 minutes par usager ou non usager et qu'on envoie 2000 en un mois à 30 collègues, on a une expérience de l'altérité qui est très importante quand c'est sur un marché, à Auchan, à Carrefour, etc. Et là, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont moins
parle moins d'enquête. Au sein du ministère, on a le sentiment que là, ça y est, c'est bon, les enquêtes, on les a faites, elles ont toutes nous donné des résultats selon les typologies de territoire. Alors, on entend ça, hein, beaucoup. C'est peut-être en partie vrai, mais c'est dommage, parce que cette expérience-là, qui est très particulière, une demande d'un décentrement et un déplacement aussi dans la nature de la relation, elle est extrêmement enrichissante. Et donc, peut-être une des pistes, ce serait d'essayer de retrouver une place dans les organisations permanentes, en tout cas celles dont la taille ne leur permet, de cet espace d'enquête internalisé. Créer, cantine, tout ce qu'on veut, et qui aille chercher cette altérité au-delà de je demande à l'université de Caen de faire une enquête en Atlas ou un bureau d'études. Peut-être une réflexion là-dessus. Moi, j'ai découvert, enfin c'est pour ça que je citais la théorie de l'enquête tout à l'heure de John Dewey. J'ai découvert la puissance de l'enquête participative lors de mes premiers 6 mois au TILAB, au laboratoire, lorsque du coup on nous demandait d'essayer d'imaginer le parcours idéal de gens qui étaient en demande d'emploi pour faire de la formation professionnelle et y retrouver un emploi. Donc ce que j'appréciais dans la démarche, c'est qu'elle était complètement prospective. On allait, voilà. Et pour travailler ça, moi j'ai proposé de réunir un groupe de 25 agents publics, région, Pôle emploi, enfin tous ceux qui avaient à voir avec ce truc-là, formés pendant 3 jours à des éléments de l'enquête, hein, voilà, que ce soit journalisme, entretien semi-directif, entretien court, enfin. Et ensuite, pendant 5 jours, on a été dans 25 lieux en Bretagne, on a fait un Traubraise, hein, on appelait ça comme ça, centre de formation, agence Pôle emploi et tout ça, pour discuter avec les usagers. On a ramené plein d'éléments hyper intéressants, hyper opérationnels. Mais on a ramené 2 choses auxquelles je ne m'attendais pas. La première, c'est des personnes qui rencontraient pour la première fois les usagers pour qui ils travaillaient. Il y a des gens qui, leur travail, par exemple à la région, c'est d'instruire des dossiers. Ils n'avaient jamais vu un public. Et ça avait beaucoup de valeur pour eux parce que ça les ramenait à la connaissance d'un public qu'ils n'imaginaient pas. Et la deuxième, elle est pour moi beaucoup plus profonde et elle s'inscrit dans une forme de modernité, c'est que la plupart des agents m'ont dit « j'ai retrouvé le sens de mon boulot ». Et ça, aujourd'hui, avec les problèmes d'attractivité de la fonction publique, le bore-out et tout ça, bah, ça n'a pas trop de sens de retrouver. Enfin, ça a beaucoup de sens de retrouver le truc de son boulot. Et puis, je mets ça peut-être avec un deuxième élément plus politique, c'est que vous savez qu'il y a eu quelques scandales au niveau national, notamment sur la place des cabinets de conseil. Et du coup, l'État lui-même, aujourd'hui, réinternalise ses enquêtes et ses conseils.